maintenant qu'on a surfacé nos culasses, donc on a un surfaçage qui est impeccable, on va tester nos ressorts de soupape. Bon, alors c'est une installation un petit peu, on va dire, archaïque. Par contre, ça fonctionne très bien. Bon, on a nos ressorts ici, donc c'est des ressorts. Alors, j'ai pas de ressorts neufs, parce que tout simplement, je n'en ai pas trouvé en stock, ou à des prix un peu pas très raisonnables. C'est des ressorts assez petits et assez pas tellement durs, donc on peut faire le test comme ça sans trop de danger. Donc le truc, c'est qu'on a ici une balance Revco, c'est pour tout ce qui est frigorifique. Donc c'est des balances de haute précision, elles sont très précises. Et elles sont, donc on a ici l'écran, qu'on peut voir. Hein. Donc là je l'ai mis, on peut choisir les unités, la mise à zéro, tout ça. Donc là je l'ai mis en livres, plutôt qu'en kilos, parce que j'ai les données en livres tout simplement, ça ne change rien, on pourrait les convertir en kilos bien sûr. Et elle résiste jusqu'à 100 kg. Donc là, on est à peu près à 50 kg au maximum pour ces ressorts. Donc il n'y a pas de souci, c'est largement bon. J'ai donc mis, pour presser uniformément, j'ai mis une plaque en alu. J'ai pris une vieille soupape que j'ai coupée pour mettre dans le mandrin de la perceuse. 50 kg, c'est pas énorme, hein, je vous dis tout de suite, c'est facile à appuyer, hein, il n'y a vraiment pas de souci. Et il y a un petit renfoncement dans cette soupape qui permet de garder le ressort pour qu'il ne puisse pas partir. Hein. Ne le faites pas sur une soupape plate, c'est un peu dangereux. Bon, alors on évite. Hein. Bien sûr, on met les gants, enfin les gants, pas les gants, mais les lunettes surtout. Les gants, ça va. Et on fait bien attention. C'est dangereux, je le dis tout de suite, c'est quelque chose de dangereux. Je ne recommande pas de le faire, mais je vous montre quand même la technique. Ici, ça va, les ressorts sont pas très appuyés, hein, c'est pas quelque chose d'énorme. Mais c'est relativement dangereux, donc on se met bien de côté. J'ai mis ce qu'il faut pour éviter tout souci que ça me vole dessus, hein, bien sûr. J'ai la visière de protection, il n'y a pas de souci. Et on va donc tout simplement prendre les données. Donc on nous dit qu'avec la partie ici, donc dans le bouquin, on nous dit donc pour le L37 qui est notre moteur, on doit avoir une pression de 53 livres ou 236 newtons. Donc là, en newtons, il faudrait convertir en kilos par centimètre carré. Voilà. Mais là, je vais le faire en livres, puisque je l'ai en livres. Le ressort doit être compressé à une hauteur de 30,3 mm ou 1,19 pouces. Hein, ça correspond, c'est là la conversion. Donc moi, je vais regarder ma hauteur, donc 30,3 et 53 livres de pression sur ma balance. Ok. Et la deuxième, donc ça c'est quand la soupape est fermée. Quand elle est ouverte, donc le ressort est beaucoup plus comprimé. On doit avoir 109 livres, donc à peu près 50 kg, et une hauteur de 0,823 pouces, soit 20,9 mm. Ok. Donc ça nous donne la valeur du ressort. Si pour avoir la pression voulue de 53 ou 109 livres, on doit comprimer plus le ressort, c'est que notre ressort est détendu. C'est-à-dire qu'il est usé, hein, qu'il n'a plus la pression nécessaire. Si pour arriver à 53 livres, il faut le comprimer moins, c'est que notre ressort est plus fort. Okay, donc il a plus de pression. Ce qui n'est pas normal, parce que la pression ne va pas s'augmenter tout seul. Ce qu'il a déjà d'origine plus de pression. Okay, donc des fois on met des ressorts plus forts pour justement éviter tout problème dans les hauts régimes pour les véhicules performance. Donc ce qu'on a fait, j'ai installé mon bloc en alu, ma soupape à un rebord et j'ai mis des cales étalons. Donc là j'ai fait un montage de 20,9 et un deuxième montage de 30,3. Okay. Deuxième assemblage de cales, 30,3. On va venir... Alors j'aimerais pouvoir vous montrer l'écran, je ne sais pas si j'arrive à le mettre quelque part, là où on peut le voir. Je vais essayer de mettre ça en place. On va venir le poser. Hop, on va bien le mettre, le centrer. Alors je vais préparer ça et je vous reprends. Voilà, on doit voir l'écran, je vais le tenir. Et on va venir appuyer le ressort en voyant qu'il est bien. Là, effectivement, il n'est pas tout à fait au milieu. Voilà. Et on vient le comprimer jusqu'à toucher la cale étalon. Hop. Alors, faut pas appuyer trop, il faut vraiment que la cale touche à peine. Voilà, donc là, on est bien. Évidemment, ma main est devant, c'est ça? Non, on la voit, c'est bon. 109,3
109.4 à peu près. Donc là, j'appuie pas. Alors j'ai essayé avant avec la deuxième main. Bon là, je tiens le cadre, l'écran. Mais si j'essaye de bouger mes cales étalons, il faut que je puisse légèrement les bouger, ok? Là, on est à 109 points, un peu en dessous. Hop, 109, hein, donc si j'appuie dessus, on est à 109. Si on appuie trop, on appuie sur la cale étalon avec la soupape, on appuie sur la balance et ça fausse tout. Hein. Donc je vais vous remontrer avec la main. Toujours bien, super. Donc là, il ne faut pas pouvoir... Voilà. Voilà, là, je suis à peine compte, j'ai 109.6. Ok? Sachant que j'ai un petit rebord en dessous de la soupape, donc le ressort est légèrement moins comprimé. Ça veut dire qu'il est un tout petit peu plus puissant que ce qu'il doit avoir d'origine, ok? Donc ça, c'est bien, super. Donc il est bon, aucune raison de le changer. Hein. Et maintenant, notre deuxième jeu de cale, donc... Là, on doit se remettre à 0, parce que du coup, les cales n'ont plus le même poids. Donc là, on a 0,055 lbs, donc livre. On se met à 0. Et on va refaire le test avec celle-ci. Hein. Donc là, hop, je vais centrer avant de remettre mes lunettes. Super. On met les protections. Voilà. Et là, on est à 54. Alors, on va essayer de... Là, on bloque. Là, on est tout juste en touche. Hein. Hop. Là, c'est parfait. 53.2. Hein, 53.2 livres, ok. Donc, on ne le voit pas à la caméra parce que j'ai accroché l'écran. Hein, donc, on peut effectivement, alors ce que je peux faire, je peux essayer de... Hop. Et normalement, j'ai un bouton ici. Hop, là, je touche. Là, j'ai à peu près, alors quand j'ai appuyé dessus, après on bouge, j'ai 53.010, donc c'est impeccable. Sachant qu'en plus, on est légèrement dedans, vu que la soupape est légèrement creuse, mais on parle de quelques dixièmes de millimètre, hein, c'est pas énorme, mais voilà, bon. Et du coup, ça nous valide notre ressort, qui est donc bon et qui peut être utilisé. Ok, donc il a bien 53 fermé, 109 ouvert. Voilà, donc ça c'est vraiment important à vérifier, puisque c'est ce qui va déterminer le fonctionnement du ressort. Alors pour plus de sécurité, donc là je l'ai fait vite fait, hein, mais pour les autres, ce que je vais faire, pour sécuriser la chose, alors je vais tout simplement... Là, c'est pour l'essai, mais comme dit, c'est quand même comprimé. C'est pas très fort hein, avec le levier, hein, mais voilà. Je vais faire ici, dans ma plaque, un trou du diamètre extérieur du ressort. Un trou borgne, juste avec fond plat, juste pour que celui-ci reste dedans, qu'il ne puisse pas sauter. Okay. Et pour le dessus, je vais fabriquer, pareil, à la même taille, un système avec... un creux pour que le ressort rentre dedans et ne puisse pas sauter quand il est comprimé. Alors voilà, ça je le dis tout de suite, niveau sécurité, là c'est juste un essai, c'est pas top. Hein. Bon, j'en ai déjà testé plein comme ça fonctionne très bien. Voilà, on fait par rapport à ce qu'on a comme taille et voilà, donc ça c'est important. Faire attention, c'est ultra important. C'est un ressort, s'il saute, prenez les précautions. J'ai ici le masque, la visière de protection et une grosse veste bien épaisse. Évitez tout souci, hein. Alors bon, s'il saute, voilà, bon, ça peut faire mal. Hein. Ça va pas vous tuer non plus, mais ça peut faire mal. Bon, voilà. Donc je vais faire ça, je vais faire mon petit trou et mon système de fixation. Alors il faudra compenser de la profondeur du trou, puisqu'on pourra les cales pourront plus toucher l'épaulement, vu que celui-ci sera rentré dedans. Donc il faudra compenser en rapport. Je vais le faire à une dimension bien précise et l'avoir de l'autre sens, réduire l'épaisseur des cales du coup. Hein. Voilà. Bon ben voilà pour le principe, on peut voir que c'est pas très compliqué, hein. On fait le test, on les teste tous, les 32 doivent être testés, c'est super important. Si un ressort est trop mou, c'est ce qui arrive en général hein, quand ils s'usent, ils vont pas devenir plus durs. Hein. Je vous le dis tout de suite, en général ils vont, s'il y a une surchauffe ou il y a de l'usure, soit ils cassent, soit ils deviennent trop tendres, enfin trop mous, donc ils vont pas avoir assez de pression.
Et ce qui va se passer s'ils n'ont pas la pression, alors surtout les 53 livres à la hauteur de soupape fermée, et s'ils ont moins, beaucoup moins, la soupape ne sera pas étanche. Okay, donc il n'y aura pas assez de tension sur la partie, sur le siège de soupape. Si cette tension est trop faible, il n'y a pas d'étanchéité. Alors, perte de compression, raté d'allumage, perte de performance, tout ce qui va avec. Et si c'est sur l'échappement, en plus, on va griller les soupapes et les sièges. Ce qui est, et c'est bien pour ça que j'insiste sur ce test, parce que j'avais justement les sièges d'échappement qui étaient brûlés à certains endroits. Ça veut dire qu'il y avait du passage. Le passage peut venir justement d'un ressort défaillant. Alors, c'est le premier que je teste, hein, donc ça, c'est une admission. Alors, c'est une admission, je le dis parce que je les ai triés dans l'ordre. Mais attention, ce qu'il faut préciser, c'est que sur ce moteur, admission et échappement ont exactement les mêmes ressorts. Il n'y a pas de différence. Même référence, même pression, okay, même tarage. Okay. Donc je le répète, sécurité, attention, je ne conseille pas de le faire comme ça. Là, c'est un essai. Ça fonctionne très bien parce que cette balance est suffisamment puissante pour ça. Et c'est propre, ok. Mais sécurité, donc faire quelque chose de plus propre pour éviter que le ressort se balade, hein, et puis se barrer. Si on fait attention, théoriquement, il n'y a pas de souci. Mais comme dit, c'est que de la théorie. Toujours faire attention. Bon, là, effectivement, il y a un petit renfoncement en dessous, donc il est déjà assez bien bloqué dedans. La pression n'est pas énorme. Mais si on fait des ressorts plus gros, ça devient vite beaucoup plus dangereux. Ici, on peut voir, ils sont à peine plus gros que le pouce. Hein, c'est pas des ressorts hyper costauds. On arrive à quasiment... Voilà, on arrive quasiment à les écraser en entier avec la main. Hein. Donc c'est pas non plus extrême. Hein. Voilà. Donc voilà pour cette séquence-là. Donc ça c'est bon. Ok. Je vais donc faire la même chose pour les 32 autres et on les garde dans l'ordre. Alors l'ordre, quand je dis dans l'ordre, ce que j'aime garder, c'est les chapeaux, les chapeaux de ressort, garder les mêmes avec les mêmes ressorts. Mais sinon, on peut aussi voir ici, il n'y a pas beaucoup d'usure, hein, il n'y a aucun souci. On peut voir le point d'appui, il n'est pas usé, hein, ça aussi c'est important à voir. On voit une petite marque, mais on sent rien avec le doigt. Bon, là j'ai les gants, mais même sans les gants, on sent rien. Et le ressort est propre, hein, on peut voir qu'il n'a pas tapé une spire contre l'autre, ou voilà, il est toujours bien, il n'y a pas de souci. Hein. Toujours bien vérifier les ressorts. Un autre point important à tester, dont j'ai oublié de parler, c'est la longueur détendue aussi. Hein. Donc le ressort a une certaine longueur qui doit être, alors on nous dit 40,4 mm. Donc simplement avec un pied à coulisse, on vient mesurer. Et ben là, on est parfait à 40,4. Ok. Sans appuyer. Voilà, sans mettre de tension sur le ressort. Hein. Et sans jeu non plus. Hein. Alors, on peut voir, hop, on le met bien à plat, hop, hop, hop. On a encore du jeu. Voilà, à peu près 40,47 là. Hop là, là j'ai pas de jeu. Voilà, je lâche, le ressort se détend. 40,42. Donc c'est pas au centième, hein. Il peut y avoir même plusieurs dixièmes de différence. Mais s'il est un peu plus long, c'est pas grave. Hein. Donc il ne doit pas être beaucoup trop long, mais s'il est un tout petit peu plus long, ça n'a pas d'importance. C'est pas au centième non plus. Hein. Mais il doit être très proche. Donc ça, c'est vraiment la longueur détendue. Ok. Et après, on a encore la longueur installée. Alors, longueur installée, elle est de 30,3. Ok. C'est ce qu'on mesure ici. Ok. C'est la force du ressort, la compression avec la soupape fermée. Alors cette hauteur-là, on ne vérifie pas là, bien sûr, ça sera à vérifier sans le ressort même, puisque celle-là, elle est déterminée par la soupape, le siège de soupape et le dépassement de la tige à l'arrière. C'est ce qu'on a mesuré avant. Donc là aussi, on a une tolérance de plus ou moins 1 mm, je crois, plus ou moins 0,5, quelque chose dans le genre. Et elle se mesure avec le chapeau, c'est-à-dire qu'on va installer le chapeau ici sur la tige de soupape avec les bagues, la bague de retenue, les petites bagues, les demi-lunes de retenue. Et on va mesurer la distance entre la partie dans la culasse où le ressort vient poser dessus et le dessous ici. Okay, ça nous donnera la hauteur installée quand la soupape est fermée, bien sûr, contre le siège. Ça nous donne la hauteur du ressort installé. Okay.
Pour ça, on a un micromètre qui vient se glisser sur la tige de soupape qu'on peut ouvrir et il vient mesurer. Donc c'est un micromètre, je vous montrerai ça. Faut pas que j'oublie de vous le montrer parce que je ne vais pas l'utiliser ici étant donné que ici on a les poussoirs hydrauliques qui rentrera pas dedans. Il est trop gros, hein, donc voilà. Mais juste pour expliquer, donc on mesure ça. Ici c'est pas vraiment nécessaire puisqu'on a déjà mesuré notre dépassement quand j'ai usiné les sièges. J'ai mesuré mon dépassement de la tige de soupape à l'arrière. Et de là, si on est dans la tolérance, on sera forcément bon pour la hauteur installée. Okay. Alors aussi, pourquoi la hauteur installée est tellement importante? Parce que ça va déterminer la pression du ressort sur la soupape quand elle est fermée. Okay. C'est-à-dire que là, on nous donne 53 livres de pression à 30,3 mm. Si notre hauteur installée est supérieure à 30,3 mm, admettons qu'elle est, pour dire des chiffres au hasard, à 35 mm, donc quasiment 5 mm de plus, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup moins de pression. C'est assez simple à faire. Si je mets ici, hop, je centre mon ressort et que je vais, là j'ai 30,3, ok, et je mets à l'œil 5 mm de moins, ok, je perds presque 10 livres de pression. Donc quasiment, pas tout à fait, 5 kg de pression en moins sur le ressort. Donc c'est énorme et la soupape risque de ne pas être étanche. Si au contraire on a moins de hauteur installée, on va exercer plus de pression. Déjà le ressort n'est pas prévu pour, puisqu'il est prévu à une hauteur installée donnée, donc de 30,03. Et à ce moment-là, on aura trop de pression. Si c'est pas recherché, ça va créer de l'usure prématurée. Donc les soupapes vont appuyer beaucoup plus fort sur le siège, vont claquer beaucoup plus fort dessus à l'usage, donc il y aura du martelage et la récession. Donc là, la soupape va rentrer dans le siège progressivement beaucoup plus vite que d'origine. Okay. Alors, après le surfaçage des culasses, et donc tout ce qui touche à peu près aux culasses est terminé pour l'instant. Donc on a testé les ressorts, tout ça. Le remontage des soupapes, tout ça se fera ultérieurement, puisque je vais d'abord terminer le bloc. Donc je terminerai les culasses en entier juste avant de les remonter, ok, parce que je préfère faire tout ce qui est gros travaux en premier, ok, avant de terminer, monter les soupapes, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra facile et d'ultra rapide à faire, hein. Ça n'y a pas de souci. Alors, on est sur le bloc, j'ai donc nettoyé le plan de joint, ok, il est relativement propre, même très bien, et je l'ai vérifié à la règle, hein. Donc pareil que pour les culasses, c'est la même chose, on passe la règle, on doit être plat au maximum. Alors on a une tolérance par contre beaucoup plus élevée. Sur le bloc, on nous donne 1/10 maximum de voilage, hein. Par contre, bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est relativement plat. Donc on a un tout petit peu pas de voilage, je dirais, mais de déformation sur la partie arrière, enfin avant du bloc, puisque l'arrière du bloc est ici, sur l'avant du bloc, côté distribution. Alors sur ce moteur, c'est un peu particulier, je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Vous montrer ça. Sur la partie avant, ça sera plus simple. Voilà. Sur cette partie-là, ok. Ça, c'est uniquement pour le carter d'huile. C'est ouvert devant, c'est une petite section. Hein. Vous pouvez voir, c'est juste pour le carter, pas d'huile, pardon, je ne sais pas si je une bêtise. Le carter de distribution. Donc l'huile passe là-dedans, il y a les chaînes qui passent là-dedans, voilà. C'est pas une surface de contact importante au niveau du joint de culasse, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est le seul endroit qui est un peu plus bas, mais on est à 3 centièmes. Okay. Tout le reste est à moins d'1 centième, parfaitement plat. Alors on a juste un petit point ici qui est légèrement plus bas, on peut voir qu'il est ici et là, mais on parle de centièmes. Hein. On peut voir ici, ça n'a pas touché quand j'ai passé ma plaque. Okay. Voilà. Donc j'ai fait les deux côtés. Donc on a vérifié tout ça, tout est parfaitement droit, tout est parfaitement... Ce sens c'est impeccable, on a vraiment très peu. Comme dit, il y a des légères variations d'auteur entre, comme ici, entre là et là. Mais on parle d'1 centième de différence, donc c'est pas grave du tout. Le joint, lui, va prendre sur la partie fonte. Donc la fonte et les chemises en fonte sont pressées dans l'aluminium. Hein, moulées avec, ça dépend des... En général, c'est pressé. Et pour... Alors ce que j'ai utilisé...
ce que je voulais vous montrer, c'est cette plaque. Alors ça, c'est une plaque en fonte rectifiée. Okay, donc cette plaque en fonte a été passée à la rectifieuse. Les bords sont arrondis. Et ici, on a les parties amovibles qu'on peut enlever. Donc on a des vis là. Ah, on peut desserrer ça de chaque côté. Et ça va permettre de mettre une feuille de papier abrasif bien à plat, de la glisser là-dessous, de serrer les vis. Donc elle sera serrée et tendue bien à plat sur cette surface qui agit comme un marbre. Okay, donc on peut prendre du coup cette plaque, la passer dessus, comme ça ou comme ça, et faire nos mouvements parfaitement plats. Okay, comme un rodage si vous voulez. Okay, et ça m'a permis de nettoyer parfaitement le plan de joint et de l'avoir super plat. Okay, donc avec du 600, j'ai passé du grain de 600. Il n'y a pas besoin de faire plus gros, ça sert à rien puisque c'est déjà relativement plat. J'ai passé ça avec du WD-40, bien sûr, à sec, c'est pas la peine, hein, ça marche pas bien. Ça dépend du papier de verre en fait. Celui que j'utilisais, ça marchait mieux avec du WD-40. Du pétrole ou ce que vous voulez qui lubrifie un minimum, mais pas trop. Il faut par contre que la plaque soit vraiment plane, hein, donc c'est comme un petit marbre. C'est vraiment génial pour faire ce genre de travail, pour les plans de joint. On peut l'utiliser directement sur la pièce, comme ici, parce que c'est une grosse pièce. Pour les petits plans de joint, les petites pièces, la pompe à eau, les trucs comme ça, ou des choses, des raccords, on peut directement l'utiliser comme un marbre et frotter dessus. Hein, voilà. On met juste le papier de verre qu'on veut et c'est génial. Okay, ça c'est un bon petit truc bien fait avec les bords arrondis en plus pour bien pas avoir de plis. C'est vraiment pas mal. J'ai fait les deux côtés sont impeccables. Hein. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'alésage. Okay, j'ai bien sûr nettoyé le bloc. Alors il est nettoyé dans le sens graisse, c'est-à-dire j'ai enlevé toutes les graisses, tout le noir autour, à l'intérieur, tout ça. Il est propre. Et il est sec. Voilà. Il reste encore de l'oxydation, comme ici on peut voir, il y a encore un peu d'oxydation à enlever, ça on fera après. Bon. Comme dit, j'avais d'abord pensé le passer au sablage, enfin au microbillage plutôt, mais c'est compliqué quand même parce que le moindre résidu qui se logerait dans les puits d'huile ou quelque part, qui resterait dedans, pourrait créer de sérieux dommages au moteur, ce qui serait vraiment très con, alors que de toute façon, c'est des parties qu'on ne voit pas. Sur ce véhicule, vous verrez une fois monté, pour apercevoir quelque part le bloc sous le capot, ça va être très dur. Hein. Le bloc en lui-même n'est pas du tout visible. Les culasses sont légèrement visibles sur les côtés. Ce qu'on verra beaucoup, c'est l'admission, les caches-culbuteurs qui sont assez imposants et qui, eux, sont déjà refaits. Donc ça, on verra, je vous montre ça. Je les ai passés à la peinture poudre et ils sont superbes. Hein. Donc ça, c'est impeccable. En plus, ils sont en magnésium sur ce moteur, hein, c'est-à-dire cache d'admission, parce que l'admission est un peu particulière là-dessus, on verra ça. Donc cache d'admission et cache culbuteur, c'est tout en magnésium, hein, c'est même pas de l'alu. Bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'alésage. Alors, l'alésage des cylindres. Alors, ici, on nous donne une planéité de 1 dixième, hein, donc de millimètres, dans l'utilisation normale, on va dire. Maintenant, pour le réalésage, dans mon cas, je vais utiliser une barre à aléser, ce qu'on appelle une barre à aléser. C'est pas une barre à aléser qu'on met sur le tour ou sur la fraiseuse, sur la barre, la tête à aléser, non. C'est une machine qui va se fixer, se poser là-dessus, qui va être fixée à travers un des cylindres, pour faire le suivant, bien sûr, avec une barre qui prend sur les paliers du vilebrequin. Okay, donc elle va être fixée là-dessus et parfaitement centrée avec le cylindre à aléser et elle va réaléser le cylindre. Le souci, c'est au niveau de la planéité. Si la planéité n'est pas bonne, on sera de travers par rapport à l'axe du vilebrequin. Okay, alors si on est de travers dans le sens là, c'est pas très grave, c'est un V à 90 degrés. Si on a, on va dire, 0 et quelques degrés de différence, c'est pas ça qui va changer quelque chose sur un moteur en puissance d'origine. Hein. Par contre, ça sera vraiment léger, hein, puisque si imaginez on a 1 dixième, on va dire le maximum 1 dixième sur toute cette longueur de différence de niveau, sur l'empreinte de la machine par la longueur à léser, ça fera 1 ou 2 centièmes, hein, donc de décalage, donc c'est vraiment minime, hein, on parle vraiment de choses minimes. Je pense que rien que l'usure qu'il y a de plusieurs centièmes actuellement est plus fausse beaucoup plus la géométrie
que le plan de joint, hein, donc c'est pas très grave. Mais voilà, donc c'est à éviter. Pareil de ce sens surtout pas, puisque ce sens, ça va nous forcer sur les paliers, ce qu'on veut pas. Ok. Donc ici c'est cool, on est à plus ou moins 1 centième, donc là c'est génial, il y aura vraiment que dalle ici, ça sera vraiment bien. Ça sera vraiment bien droit. Donc cette machine, on va la voir ensemble, parce que c'est un peu un des moments les plus importants, je dirais, de cette remise en état, avec les sièges de soupape, tout ça, c'est un des trucs les plus importants, le réalisage, quoi. Le réalisage, c'est quand même une opération assez délicate, qu'on ne fait pas assez aussi régulièrement que ça, hein. C'est pas un truc qu'on fait assez facilement comme ça avec une machine. Non, là, j'ai la chance d'avoir une machine assez particulière, qui fait le boulot absolument à merveille pour des moteurs d'origine, même pour des moteurs performance. Donc on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à voir? Donc je me suis occupé aussi du nettoyage du carter d'huile, de la semelle, tout ça. Petite spécificité au carter d'huile ici. Carter d'huile, alors le carter, c'est un carter. C'est un carter en plusieurs parties. Donc on a cette pièce là qui a été que j'ai dû enlever, elle est rivetée, des rivets très très costauds. C'est des rivets trempés, j'ai même pas pu les percer, j'ai dû les couper les têtes. C'est comme des clous qui sont enfoncés dans des parties des points, des alaisages en alu, hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé, j'ai enlevé cette tôle pour nettoyer parce qu'il y a des compartiments à l'intérieur. Ça a été fait, super, c'est bien propre et j'ai bien fait de le faire parce que c'était vraiment dégueulasse. Les morceaux d'acier qui sont restés dedans, j'ai pas pu les enlever. Okay. Impossible à percer, impossible à enlever. J'ai donc tout simplement remis mon couvercle et j'ai fait des points de soudure au TIG qui n'ont pas été évidents pour certains, hein, parce que enlever l'huile qui rentre, c'est quasiment impossible. Mais bon, ils ont tous bien pris, ça n'a pas surchauffé, l'aluminium n'a pas bougé. On a un carter impeccable et je sais que ça bougera plus. Ok. Bon, bah sur ce, on va s'occuper. Je vais vous montrer la laiseuse. Cette machine, on va pas appeler ça une laiseuse plutôt qu'une barre à laiser. Et on va s'en servir. Donc voilà la machine. Alors, c'est une machine assez particulière et assez intéressante parce que elle va permettre, comme dit, d'être montée sur place, hein. Donc on a notre arbre, hein, donc qui va monter descendre ici, on peut voir, hein, la manivelle. Et l'outil se met là-dessous. Pas si on voit grand chose à la caméra, mais je vais vous tenir en plus. Donc ici on a le porte-outil. Donc là, la barre elle tourne à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça, faire tourner. Vous voyez? Ok. Ça c'est notre broche. Ok. Ici on a des plots. Alors il y en a 4. Des plots de centrage. Il y en a un là, enfin à 90 degrés. Hein. Donc il y en a 4 tout autour. Quand on descend, on peut voir tout ça, ça descend, ok. Et ça descend de toute cette longueur qu'on a ici. Ok, donc ça descend vraiment très loin. Elle est, alors c'est une très ancienne machine que j'ai restaurée, qui doit dater des années 50, 40, 50. Hein. Ok. Alors elle fonctionne en 110 volts. Je pensais que c'était parce que c'était une version américaine, mais elle est en 110 volts, 50 Hz. Donc c'est bien pour chez nous et c'est bien une version export qui est en métrique et non pas en pouces. Hein. Donc très 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 rare en Van Norman. Donc c'est une Van Norman 944. Donc un modèle assez classique, on en trouve. Hein. Tapez Van Norman 944 ou 777, c'est la plus courante, qui est un peu plus grosse que celle-ci. Et on en trouve beaucoup et ils sont encore très utilisés. Il y a Quickway aussi qui ont fait quelques autres marques. C'est des super machines qui permettent d'être posées directement sur le bloc ou sur une table sur laquelle on vient fixer le bloc si on n'a pas une géométrie correcte sur le plan de joint. Okay. Donc en dessous, elle est parfaitement grattée. Donc elle est grattée, elle a un grattage de rectification, de précision. Elle est parfaitement en angle droit avec la broche. Okay. On a ici une broche qui est maintenue sur une très grande longueur avec un jeu réglable. Okay. Donc on est même serré, on n'a vraiment pas de jeu. Okay. Donc parfaitement rigide.
Elle a encore, qu'est-ce qu'on a encore? On a ici, donc j'ai converti, enfin j'ai pas converti, j'ai changé le système électrique parce qu'il était pourri. Hein. On utilise de ce transformateur, son 10 volts, ça marche du tonnerre, c'est impeccable. Elle est posée donc ici et fixée par un ancrage que je vais vous montrer. Ok, donc juste à côté, on va d'abord voir le tour de la machine. Elle dispose d'une avance automatique. Donc là on l'engage, hop, levier désengagé, on engage l'avance. Ok. Donc elle descend tout seul, à une vitesse impeccable, et elle est prévue d'origine pour les outils carbure. Ok, donc il y a un petit outil à plaquette carbure brasée qui est livré avec à l'origine, qu'on réaffûte soi-même ici. Alors là-haut on est censé utiliser une poudre de diamant, et on a un guide d'affûtage qui vient là-dessus, et on va réaffûter les angles, les différents angles, pour les faire toujours à l'identique. Hein. Ici c'est la partie broche, donc qui tourne, ok. Et ici on a le réglage des, je vais appeler ça des morts parce que ça ressemble à des morts de mandrin. Je sais pas si c'est un nom vraiment en français, hein, ici. Donc si on tourne là, ils sortent, ok. Là, si on le voit, désolé, je suis obligé de tenir la caméra parce qu'elle est trop grande la machine. Là. Voilà, vous voyez, ça sort. Et ça va permettre de se centrer dans l'alésage, ok. Ensuite, on a un deuxième tambour derrière. Je vais vous montrer ce deuxième tambour qui est indépendant du premier. Sur une certaine distance, il est monté sur ressort. Donc il va tendre, il va faire une certaine tension sur le premier. Quand nos morts seront en contact avec l'alésage, on va ici avec un système de cliquet qu'on peut désengager et réengager, qui vient sur les petits crans. Entend, ok. On va donner une tension de 3 clics, ce qui va garder en tension, comme si on gardait une tension manuellement sur le bouton pour garder ces morts contre le cylindre pendant l'opération d'usinage. Alors donc ils ont deux fonctions. Je vais vous expliquer ça sur le bloc. Donc la première fonction, c'est de venir se centrer. On va poser notre machine là-dessus. On va la presserrer, c'est-à-dire la serrer à la main, tout simplement, jusqu'à qu'elle puisse encore bouger. Et on va venir à l'endroit voulu, écarter les morts pour venir en contact avec la zone du cylindre qu'on veut utiliser comme référence. Ok. Alors ça dépend, il y en a qui préfèrent le faire tout de suite en dessous, tout en haut, tout en bas parce que c'est moins usé, il y a de tout. Ce qui donne le meilleur résultat apparemment d'après le bouquin, c'est à peu près 20 mm en dessous du bord. Donc malgré que c'est usé, c'est un endroit qui est en général relativement rond. Voilà, bon, c'est pas hyper important si c'est un peu décalé. De toute façon d'origine c'est pas toujours très bien calé, hein, ça c'est clair. Et donc on va se centrer, on va venir en contact, on va serrer les mâchoires, les morts contre la partie qu'on veut, et on vient serrer, bloquer notre machine là-dessus. Okay. Une fois qu'elle est bloquée, on peut rentrer les morts, et on vient installer notre outil pré-réglé, ça on va voir, hein, le réglage de l'outil. Donc pré-réglé, venir commencer à léser, donc on va lancer l'alésage, et quand nos morts seront... Donc ils ne vont pas être en contact tout de suite. Quand ils arriveront dans le cylindre, qu'on les voit plus, qu'ils sont en ras avec ça, qu'ils sont passés le plan de joint, on va les tourner, les faire sortir. Ok, on va les faire sortir pour qu'ils viennent en contact avec la surface qui est fraîchement usinée. Okay, elle vient d'être usinée, l'outil avance, et on va les sortir, ça va toucher la partie fraîchement usinée. On va garder une tension pendant un certain temps, légère, juste le garder compte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Jusqu'à ce qu'on est sûr d'être bien contre, ok. Mais une fois qu'on est bien contre, parce que pourquoi il faut garder un mouvement? Parce qu'il peut y avoir des petits copeaux et des choses qui restent entre, et ils vont s'enlever au fur et à mesure que la barre va avancer. Hein. Donc pour ça qu'on garde une tension, pour être sûr qu'en tournant, ça s'enlève. Ensuite, c'est là qu'on vient utiliser le cliquet, on va mettre 2 à 3 crans de tension, comme si on gardait une petite tension, et du coup, ces morts vont suivre le nouvel alésage, donc la partie fraîchement usinée, et garder une tension sur tout l'usinage jusqu'au bout. Du coup, on est sûr qu'il n'y a pas de flexion. C'est un guide en fait, hein, ça sert de guide, c'est ça en fait la vraie fonction. Alors, au moins on est sûr. Voilà, okay. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça marche vraiment très bien. Donc c'est vraiment très très précis. Hein. Donc c'est livré avec plusieurs mâchoires, on va voir tout ce qu'il y a avec après, et on les choisit selon les dimensions qu'on veut faire. Ok, donc le système de clic, voilà. Et ça marche vraiment super bien. Ensuite, on a de l'autre côté,
juste une barre ici qui est ni plus ni moins qu'un stop, c'est-à-dire c'est une butée. On la règle où on veut, parce que toute cette partie haute va descendre hein, dans l'alésage. Hein, donc la partie la descend, ça descend avec. Hein. L'entraînement se fait ici avec une clavette de chaque côté. Donc ça glisse, ça coulisse. Okay. Tout ça va baisser. Et pour pas aller trop loin, donc on va la régler la première fois visuellement, on va mettre cette butée qui va toucher en haut, ici, là, sur le petit pion. Et ça va tout simplement, on peut voir, désengager le bouton électrique. Quand ça va appuyer dessus, hop, vous voyez, ça désengage. Donc c'est une butée pour couper la machine à la fin du cylindre. Donc on peut la laisser tourner tranquillement sans avoir besoin de s'en occuper vraiment. Hein. On a les graisseurs classiques, donc ça c'est huilage. On a un huileur ici, un huileur de l'autre côté pour le roulement. Et on a un roulement de précision de type roulement de broche conique là-dedans. Donc j'avais déjà refait tout ça. Et un roulement de guidage en haut. Okay. Voilà, donc c'est une machine toute simple, mais super efficace. Alors, ensuite, on a ici, je vais essayer de vous poser là-dessus, je vais pas faire de... Ici, on a les accessoires. Alors déjà, les dimensions. Donc ici, on a les différentes mâchoires, les différents morts à utiliser. Donc ils sont là, ils sont entiers, et juste là qu'il faut que je nettoie d'ailleurs. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'il y a un jeu qui est monté dessus. On a les vis bouchons, quand on l'utilise, parce qu'on peut l'utiliser sans aucun, pour les tout petits alaisages, sans aucune mâchoire, sans aucun mort. Donc on a des petits bouchons là, pour mettre dedans, et éviter que les saletés rentrent dans les filets. Donc c'est bien pensé. Donc on nous dit, donc on peut faire des alaisages de 55 ici en millimètres, ça nous donne 55,57 mm à 112,22 mm de diamètre. Donc c'est une belle gamme hein, de plus de 50 mm. C'est vraiment pas mal. Et on nous dit, voilà, par exemple, nous on veut du 93.25. Donc on va utiliser le jeu de mâchoire le jeu de mâchoire D. Donc il y a A, B, C, D, E. Qui nous donne 92,96 à 102,37 mm. Donc c'est celui-ci, l'avant-dernier. C'est celui-là qu'on va utiliser. Okay. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ici une petite pierre. Donc c'est une pierre de rodage. Bien servie, hein, qui me sert pas, puisque c'est pour l'outil d'origine que j'utilise plus. On a toutes les clés, une goupille, je ne sais pas d'où elle vient, elle était avec. Hein, voilà. L'extracteur d'outils, on va voir ça. Un tournevis même. Et surtout les outils. Alors, les outils d'origine, c'est ceux-là. Ils sont là. Et ici, le guide pour affûter, dont je vous parlais, qu'on met en au-dessus. Et on a deux angles, donc des angles précis. Donc l'angle de, je ne sais plus combien sont les angles, mais il y a deux angles. On fixe notre outil dedans, comme ça. Hop. Avec la vis à molette, on l'ajuste qui vient contre le disque diamanté et on tourne. Ok, ça va meuler. Donc là, le plateau tourne et nous on bouge dessus juste pour affûter. Et on peut voir l'outil utilise à l'origine. Je sais pas si on le voit bien à la caméra là. Un petit outil avec une pastille carbure brasée qui coupe très bien. Hein. Donc c'est bien du carbure d'origine. Hein. Donc ça, c'est l'outil d'origine. Alors il y en a deux. Pour les petits alaisages et les grands alaisages. Donc à peu près jusqu'à la moitié, on utilise le petit. Et après, il faut passer au grand. Donc, avec ces deux outils, on couvre toute la gamme que peut faire la machine. Alors par contre, tout le problème, c'est de trouver ces petits outils. Hein. Donc ils sont interchangeables. On dévisse ici, puis on sort la tête et on met une nouvelle. Hein. Sauf que je n'ai qu'une avec. Mais bon, disons que le plus important, c'est qu'on n'utilise plus vraiment ces outils. Hein. Si je veux bien rentrer là-dedans. Voilà. Ce que j'ai, c'est les outils à plaquettes carbure. Donc aujourd'hui, on trouve ça. Donc c'est vendu spécialement pour cette machine. Voilà, donc on voit la plaquette carbure triangulaire avec trois arêtes de coupe utilisables. Ok. Et le petit. Alors le petit, c'est moi qui l'ai fabriqué, celui-là.
parce que c'est relativement cher, un outil comme ça, hein, je ne sais plus combien c'est, mais plus de 100 $. Donc, je me souviens bien. Les frais de port, frais de douane et tout, hein, parce qu'on ne trouve pas ça en France, évidemment, ni même en Europe. Et comme j'avais la dimension de celui-ci, j'ai pu fabriquer, par déduction entre les deux origines de différence de taille, par déduction, j'ai pu fabriquer le petit, que j'ai fait... Alors, seule chose que j'ai pas fait, c'est la vis. La vis, je l'ai récupéré sur l'outil ici, hein. Même si effectivement, voilà, c'est pas... c'est la même, hein. Donc c'est un filet spécial en plus, hein. J'ai dû trouver un tarot. Et j'ai réusiné, fabriqué cette petite pièce, qui fonctionne très très bien. Okay. Donc nous, on va utiliser le grand, celui qu'il faut pour notre projet. Donc plaquette carbure classique. C'est une des plaquettes qu'on achète spécialement pour. Alors moi, j'ai trouvé ce site, donc chez eux. Je sais pas si on voit quelque chose comme il faut. Donc c'est beamequipment.com. Ok. Et j'ai été extrêmement satisfait de ce vendeur qui m'a donné. Il y avait un souci sur ma commande. J'avais commandé, j'avais pas reçu les bonnes plaquettes en fait. J'ai eu des plaquettes trop épaisses qui étaient livrées avec. Et ils ont été super sympas. Ils ne comprenaient pas d'où ça venait, mais ils m'ont livré en cadeau toute une boîte avec des plaquettes. Je n'en avais pas commandé autant, hein. Ils m'ont livré plusieurs plaquettes, des vis de rechange, des vis, les petites vis sans tête de rechange, les pastilles d'appui de rechange, les vis de rechange. Ils m'ont vraiment donné tout ça gratuitement avec en cadeau. C'est super sympa. Donc je peux que les recommander. Super contact d'ailleurs, hein. Vraiment super. Et là on peut voir justement la première pastille que j'avais reçue qui était beaucoup plus épaisse et qui était utilisable par contre des deux côtés. Ce qui n'est pas le cas normalement des outils qui vont là-dessus. Voilà. Donc j'ai des plaquettes, pas de souci. Ça c'est la facture. Et ici on a encore toute la documentation d'origine, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc la documentation qui nous explique comment utiliser la machine. Bon, en anglais évidemment, on ne trouvera pas ça en français. Ok. Le réglage, tout ce qui va dessus, l'utilisation de l'outil, l'affûtage. Ben voilà, là on montre bien l'affûtage, hein, sur le dessus. Les différents documents, également le rajout ici d'origine, hein, qui est un supplément à la notice. Donc voilà, c'est un spécial. Je vous montre ça parce que c'est assez intéressant quand même. Et tout ça d'origine. Et la pièce maîtresse, c'est celle-ci. Et alors, pour vous montrer, il y a aussi celle-ci. Ça sert à sortir et mettre l'outil. Donc je vous ai montré avant la broche, il y avait une fente dedans, et bien il y en a juste à mettre ça dedans. Ça se clipse dedans, tout simplement. On la met dedans, hop, on la pousse dedans, et ça se clipse. On a ici, vous voyez, une petite, c'est pas une boule, mais c'est un peu un petit rebord, petit épaulement, mais avec des chanfreins de chaque côté. Et il y a un système de ressort avec une bille à l'intérieur qui se clipse là-dedans. Donc on le clipse, tac, il vient là et il est maintenu en place. Et ça suffit amplement. Pour le sortir, puisque des fois c'est sous le bloc, on n'a pas beaucoup accès, on a cet outil qui vient se mettre là-dedans. Hop, et on tire l'outil dehors. Voilà. Et ça bouge pas, hein. Je peux vous garantir que une fois que c'est clippé dedans, vous le sortez pas, hein. Ok. Et cette pièce, c'est le micromètre de précision qui va permettre de régler, avant de couper, hein, la passe qu'on va faire. Quelle est la passe qu'on va faire. Donc c'est un outil spécifique à cette machine, hein, parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir une version métrique. Elles sont extrêmement rares à trouver en métrique. En général, c'est en pouce. Celui-ci est vraiment en métrique. Alors à quoi il sert? C'est pour régler l'outil. Comment on règle? C'est très simple. Pour faire nos passes, on n'a pas d'ajustement sur la machine en elle-même. Donc on sort cet outil et on vient le poser dans le micromètre. Okay. Donc quand on va le mettre là-dedans, donc il rentre parfaitement dans la rainure ici. Hop, vous voyez, il est bien dedans. Il vient en contact avec l'arrière ici. Et on vient doucement, surtout pas serré pour pas marquer
la partie arrière. Hein. On vient juste contre, on a ici un tambour à friction. Voilà. Et on fait la lecture ici. Donc ici, on est à 75. Alors j'ai 75,08 mm. Donc si j'utilise l'outil ainsi, on va faire un alésage de 75,08 mm. Ok. C'est hyper précis, hein. Je l'ai essayé plusieurs fois, c'est vraiment très précis. Seule chose à noter, donc ici on est gradué par rapport aux tailles d'alésage. On commence à 55 et on doit se terminer à 105, à peu près, à 115, un truc comme ça. Seule chose à faire attention, ici c'est pas gradué en centièmes, c'est gradué par 2 centièmes de millimètre, parce qu'un tour de tambour nous fait est noté à 50, donc jusqu'à 50 unités, mais provoque un déplacement de 1 mm ici. Okay, donc chaque graduation représente 2 centièmes, tout simplement. Donc ici pour régler c'est simple, si on veut changer, eh bien on défait la vis de blocage ici, et on desserre ou on serre cette partie-là. C'est ce qui va déterminer notre longueur d'outil et l'utilisation, le diamètre final en fait. Hein. Alors tout ça c'est calibré à l'avance, ce micromètre est calibré, mais il est ajustable. Hein. Donc on a la clé d'ajustement avec, ici, voilà. Et dans le bouquin on nous explique les dimensions à mesurer, combien est-ce qu'on doit avoir sur tel et tel numéro pour qu'il soit calibré. Hein. Donc on peut utiliser des cales étalons et le calibrer sans aucun souci, hein. C'est pas compliqué. Tout est expliqué dans le bouquin, hein. Donc c'est assez simple. Ensuite on a ici, alors ça c'est le petit outil pour régler justement notre dimension, donc aussi il rentre là-dedans, hein. Hop, il permet de tourner la vis par là et par là. Ok, les petits trous là. D'accord. Alors, une plaquette carbure comme ça tient super longtemps. On peut faire plusieurs blocs, hein, même s'il y en a beaucoup à faire. Alors ici, on n'a pas beaucoup à enlever. On a 0,25, un peu moins, puisqu'on est déjà au-dessus de 93. Et on va prendre une cote, donc des pistons en cote réparation. La première cote qui est 0,25 mm au-dessus. Donc ça, on va voir en détail qu'est-ce qu'on doit faire et comment faire. Alors, le truc, c'est qu'on doit... Alors, je sais, ça fait beaucoup de théorie, comme toujours, bien sûr. On doit avoir un alésage légèrement de quelques centièmes, 2 voire 4 centièmes maximum avant la cote finale pour laisser de la matière pour le rodage. Hein. Donc ça, ou le honage si on préfère, hein, c'est-à-dire rodage, autonage. Bon. Voilà, pour refaire les fameuses stries dans le cylindre. Hein. Donc ça va être fait, on verra ça après. Ensuite, on a, avec tout ça, après tout ça, je dirais plutôt. Donc là, on va remettre ça là-dedans. Ça on peut mettre avec, hop, vite. Non, ça rentre pas, ok. Alors, ce qu'on a ensuite, c'est le système de fixation. Alors, plusieurs choses sont livrées avec pour la fixation. Hein. Je vais vous montrer tout ça, donc mis à part l'électricité là. Ça, c'est une boîte vide. Voilà. Ça sert à rien. Alors là, on a tout ce que j'avais d'origine avec, en partie du moins. Je vais vous montrer ça plus en détail. Hein. Alors ça, c'est tout le système de fixation. Alors, attention, il y a plusieurs principes de fixation. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est celui que j'ai fabriqué, parce que j'en ai fait un autre. Parce que celui d'origine, il n'est pas génial. Hein. Donc là, j'ai sorti celui qui va être utilisé. Je vais vous montrer, alors là il y a une petite pompe à graisse d'origine avec, super, vachement bien. Le système de retenue pour le système là, en fait, alors, le système d'ancrage d'origine c'est celui-ci. Alors celui-ci, moi je l'aime pas trop. Il a été beaucoup d'ailleurs critiqué, parce qu'il y a eu quelques petits soucis des fois, où la barre risquait de bouger. Alors en fait, il vient se prendre à l'intérieur, donc ça on va le glisser dans un des cylindres, celui où on va fixer la machine, pas celui qu'en usine hein, évidemment, puisqu'il y a ça dedans. Il vient rentrer dedans. Ici, on vient serrer la partie là. Vous voyez, ça monte. Ça va prendre appui sur la chemise à l'intérieur de l'alésage. Et cette partie-là va s'accrocher au rebord dans le bloc. Donc, elle est réglable. On peut la rentrer et sortir si le rebord est petit ou grand. Le problème, c'est que beaucoup de blocs n'ont plus de rebord, comme celui-ci. Il n'y a plus vraiment de rebord. C'est conique, donc ça peut déjà pas tenir. Okay, et ça peut abîmer aussi le cylindre. Si c'est un cylindre qui est déjà usiné,
c'est pas génial. Donc ça fonctionne. Dans les anciens blocs, il n'y a pas trop de soucis, mais les blocs plus récents, je suis pas fan. Donc voilà, je l'ai, il est avec, hein, c'est bon, c'est bien. C'est complet, on va dire, mais c'est pas tout. Ça, c'est l'ancien système électrique, donc ça, on s'en fiche. Ensuite, on a le système. Alors ça, c'est les vis qui étaient utilisées pour fixer. Hein. Donc ils viennent là-dedans, selon la longueur. Donc, ça dépasse en haut jusque là-dedans. Ok. Donc ça, c'est le crochet de fixation qu'on utilise. Ok. Donc il va venir ici dans la base de la machine. Tout au fond, à l'intérieur, on a une patte pour fixer ça. Donc ça va appuyer de la même manière qu'une bride sur une fraiseuse en fait. Hein. Tac, ça va appuyer dessus. Et on a une rainure ici pour faire passer notre pour faire passer nos vis. Hein. Donc là, par exemple, ça prenait là-dedans. Hop, ok. Voilà. Et le système à l'arrière. Ok. Qui lui vient se poser là-dedans. Dans le bloc. Et qui vient se fixer là-dessus. Ok. Donc nous, ce qu'on va utiliser, alors il y a différentes longueurs de vis par rapport à la profondeur des cylindres en fait, hein, tout simplement, des très longs, des plus petits, moyens, il y a un peu de tout. Hein, okay. Et ça c'est juste une clé carrée pour serrer l'outil d'origine, la fixation d'origine. Ça c'est la clé de fixation pour fixer la pièce là, donc ça va se visser là-dedans. Okay. Voilà. Et ça vient dans la partie de la partie, en fait, la partie ici, à l'arrière, ok. Et ça vient se serrer là-dedans. Ce que j'ai fabriqué, c'est un système qui se vend, hein, donc je n'ai rien inventé. C'est un système qui se vend. C'est cette pièce, toutes ces pièces-là, en fait. Hein, donc ça, c'est juste un bloc d'acier dans lequel vient se glisser cette barre rectifiée. Important, c'est une barre rectifiée, hein, je le précise. Et ça va venir se fixer à l'intérieur du bloc sur les paliers du vilebrequin. Donc on laisse les vieux coussinets, on vient sur le palier du vilebrequin et ça vient se serrer là-dessus. Ensuite on glisse cette pièce-là. Vous voyez, c'est une pièce en alu. Hein, ça. Alors celle-ci, elle est juste glissée là-dedans et on va serrer à la main ici. C'est juste pour ramener le... pour faire tenir tout l'ensemble. Okay, ça passe à l'intérieur là, de la tête de la machine et ça sera posé dessus. Et en haut, on vient fixer notre pièce habituelle ici, hein, donc comme le système d'origine. Voilà, donc ça vient se glisser là-dedans. Ok, voilà. Ok, donc ça c'est notre point d'ancrage. Ok, et l'arrière va venir se fixer là-dessus. Bon, c'est un peu confus, hein, j'ai du mal à l'expliquer comme ça sur le coup. On va voir ça directement après sur le bloc de toute façon. Hein. Donc ça vient là-dessus, voilà, comme ça vient là, on visse ça là-dessus, voilà, et on vient serrer la pièce là, elle vient se serrer contre, et ça va faire levier et appuyer à l'avant, ok, voilà, en gros le principe. Et ça c'est beaucoup plus solide, ça ne bougera pas et ça prend bien appui. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, de la machine à peu près, donc vous voyez le principe de fonctionnement. On va s'occuper maintenant du réglage, tout ça, et je vous reprends pour la fabrication, enfin le réalisage des cylindres. Alors je vais en faire quelques-uns hors caméra, parce qu'il y en a 8, hein, je ne vais pas tous les faire en caméra, et je vous montrerai un cylindre, sur un cylindre comment ça fonctionne, comment fixer la machine, enfin comment que ça marche.